Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dague, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Moi, je suis pas Stéphane Plaza, j'arrive pas chez vous et je vais vous mettre 15 décos qui vont bosser en off jour et nuit parce que ça on le voit pas à la télé et pour pas grand chose. Je leur dis ça, c'est à la télévision. Dans la vraie vie, les choses ont un coût. Après un parcours dans la mode et à l'occasion d'une étape de vie, Sonia Lazowski s'est reconvertie en décoratrice d'intérieur et d'extérieur. Elle a choisi d'être indépendante et elle se qualifie d'entrepreneuse. Son métier, ses clients, ses chantiers, tout se passe dans la vraie vie, comme elle dit. Parfois, dans l'adversité, avec un grand besoin d'échange et d'explicitation, elle travaille en réseau, s'appuie sur le bouche à oreille et la cooptation. Elle parle de passion, d'intelligence vive, d'instinct. Sonia a pris le temps de réfléchir avant de créer Virajo, sa société, et maintenant, elle se lance dans l'action avec enthousiasme. Vous verrez, cela s'entend. Bonne écoute. Bonjour Sonia. Bonjour Perrine. Merci de me recevoir chez toi. On va y aller direct. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier ? Alors, je suis décoratrice d'intérieur, mais aussi un petit peu d'extérieur. Je ne me définis pas comme une paysagiste, mais je peux décorer les extérieurs de mes clients à la demande, sur des petites surfaces, des petits balcons et des petites terrasses aussi. Tu as ton compte, c'est ça ? Oui, je suis ce qu'on appelle une entrepreneuse. Le mot très à la mode. Depuis combien de temps ? J'ai créé la société il y a 1 an. Tu venais de ce secteur-là avant ? Tu as déjà d'autres expériences avant ? Alors oui, j'ai d'autres expériences. Je ne venais pas du tout de ce secteur. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'univers de la mode, dans la mode féminine, et j'ai terminé, je dirais, ma carrière dans la mode enfantine, pendant plus de 10 ans. Donc je suis venue d'un univers très éloigné de celui de la décoration. Pour moi, il me semblait assez légitime, venant de la mode, de pouvoir prétendre à m'installer en tant que décoratrice d'intérieur. C'est quoi le rapport entre les deux ? C'est quoi les couleurs, l'agencement, le merchandising ? Voilà, c'est un peu tout ça. C'est les couleurs, les choix des matières, le sens créatif aussi, et puis une vision. Savoir ce qui va matcher, ce qu'on peut mettre avec quoi, ce qui va aller, ce qui ne va pas aller. Aussi un sens des proportions. Curieusement, je pense quand on arrive à voir aussi la proportion d'un vêtement, on peut aussi s'imaginer la proportion d'un meuble dans une pièce, un environnement, et puis plein de choses autour de la créativité, savoir comment les gens vont pouvoir vivre dans leur appartement, un peu comme se dire comment une femme va pouvoir porter sa robe ou comment une petite fille va porter ses vêtements, se mettre un peu en situation et de se dire qu'on va créer pour des gens, que ce soit des choses qu'ils vont porter ou des choses dans lesquelles ils vont habiter. Tu t'es lancé d'un coup comme ça t'a pris, t'as lancé ta boîte ou c'était un projet qui était là depuis longtemps ? C'était pas vraiment un projet qui était là depuis longtemps sous cette forme. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je réfléchisse à faire autre chose. J'avais une créativité qui était peut-être un petit peu frustrée en étant dans le salariat, même si j'avais une grande latitude. Et puis c'est des événements de la vie qui sont au final assez
pas banal, mais je dirais presque répétitif quand on écoute les carrières des femmes qui se lancent après avoir passé un certain temps dans le salariat. C'est souvent la maternité. Alors ça peut paraître bateau, mais c'est vrai que c'est souvent la maternité qui fait que quand un enfant arrive, on a une prise de conscience sur certains sujets, sur sa vie, comment est sa vie, où on en est, qu'est-ce qu'on va faire, comment on faisait avant, comment on va faire après ce bébé. Et moi, c'est vrai qu'à la naissance de mon 3e enfant, il y a un grand écart entre mon numéro 2 et mon numéro 3. Et quand le 3e est arrivé, il y a eu un déclic. Je me suis dit, je peux pas retourner dans ma vie d'avant, je peux pas continuer ma vie professionnelle comme avant. Et donc voilà. Donc là, je me suis dit, je vais réfléchir. Je vais prendre le temps, déjà de m'en occuper de celui-ci, un petit peu plus que pour les 2 premiers. Et en prenant ce temps, j'ai réfléchi à ce qui me tenait à cœur d'un point de vue professionnel, ce qui me faisait vibrer, le fait de créer, de rencontrer des gens, les univers, mixer des univers. Et voilà, et j'en suis arrivée à la décoration d'intérieur. C'était un sujet qui me tenait à cœur, que j'avais un petit peu expérimenté en faisant des aménagements de boutiques, en faisant des aménagements de stands dans des grands magasins, en donnant aussi souvent mon avis pour des amies lorsqu'elles emménageaient, lorsqu'elles faisaient leur choix de rideaux, de canapés, de meubles. J'étais assez souvent consultée pour ça, donc c'était assez naturel pour moi de me lancer dans la décoration d'intérieur. Et puis c'était aussi le 2e sujet qui me passionnait professionnellement. La mode et la décoration d'intérieur, c'est vraiment des choses auxquelles j'ai toujours été sensible. Donc c'est revenu, voilà, c'est revenu. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi, et puis c'est remonté, voilà. Donc c'est un instant de vie, il y a un instant de vie, il y a un instant T, c'est remonté au fond de moi, et puis il y a eu un moment où ça a été une évidence. Donc je me suis dit voilà, je me lance. J'ai eu la chance de pouvoir me lancer. Donc tu as créé ta propre structure, ta propre boîte, ouais, avec sa propre identité. Et puis t'as dû trouver tes premiers clients. Ouais. T'avais un premier client avant d'ouvrir ta société, ou dans quel sens t'as fait les choses? Presque. J'ai presque eu un premier client avant de monter la société. C'est-à-dire que j'avais à peine fini de monter la structure, en tout cas juridique, que j'ai eu un premier client. Et un premier gros client. Donc j'étais assez surprise. Je me dis que c'est parfois la chance du débutant qui arrive, et ça a été un joli projet qui est vraiment arrivé à un moment. Je m'étais dit bon allez, je monte la société, je vais me poser, je vais réfléchir comment je vais modéliser mon petit business, alors sans rentrer évidemment dans un business plan, parce que je compte pas me développer au point d'en faire une multinationale. Mais je m'étais dit, bon, je monte la structure juridique et puis je réfléchis. Et j'ai eu à peine le temps de réfléchir, et c'est souvent comme ça. Et voilà, et je suis partie sur un projet. Tu peux nous raconter ce premier projet? Oui, alors c'est un premier projet qui m'a été apporté, je dirais, par un ami qui est dans la gestion de patrimoine. Il avait un gros client qui avait acheté un immeuble et il avait besoin de meubler les appartements, parce qu'il devait les louer meublés. Et donc il m'a dit voilà, moi j'ai le client, il a besoin d'une fille comme toi. Donc voilà, vas-y. Donc je me suis lancée, je suis partie. Ça a été assez soudain, et c'était chouette. Donc je suis partie tout de suite dans l'opérationnel, plus que dans la réflexion. J'ai complètement zappé l'épisode. Je réfléchis, et on est parti tout de suite, et le projet ça s'est plutôt bien déroulé. Je pense que le client était très content, et moi j'étais ravie de cette première expérience. Voilà, c'était une chouette belle première expérience. Qu'est-ce qui a fait que c'était une belle expérience? Parce qu'il y a eu beaucoup d'adversité en fait, et qu'au final tout s'est bien terminé. Et t'as fait comment pour surmonter les adversités? J'ai pris mon courage à 2 mains, et puis je me suis lancée en me disant bon allez hop, faut y aller. Mais c'est vrai que parfois on se dit ah là là, bon je vais attaquer des choses comme ça. Là on monte pas de dossier quand on est dans le vif du sujet. On est dans de l'opérationnel. Il faut faire intervenir des corps de métier, des artisans. Il faut monter des cuisines aménagées. Il faut faire des livraisons de meubles. Il faut installer des luminaires. Enfin, on est dans le cœur du sujet, vraiment dans de l'opérationnel. Donc, j'y suis allée. Voilà, j'ai retroussé mes manches, et puis je suis rentrée dans le vif du sujet. Et tout s'est bien terminé. J'ai rencontré des corps de métier
métiers fort sympathiques, des artisans super sympas à qui j'ai pas eu peur de dire voilà, moi c'est un peu mon premier gros projet, donc soyez sympas, me lâchez pas. Et j'ai rencontré que des gens sympas. Je pense que la collaboration avec les artisans ou les autres corps de métier est essentielle pour que ton projet se déroule bien. Avec qui t'aimes bien travailler? Alors sans citer les noms, mais quel genre de personnes, de personnalités, de compétences? J'aime bien travailler avec ce que j'appelle des artisans, c'est-à-dire des gens qui sont pas arrivés là par hasard, même s'il y a des hasards, on peut arriver sur un métier par hasard, mais qui sont des gens passionnés, qui aiment ce qu'ils font. Ce qui est chouette, c'est de travailler avec un menuisier qui peut vous parler des différences de bois, des différences d'essence qu'on peut faire avec tel bois ou ne pas faire, même avec un plombier qui va vous dire mais non, mais ça on peut pas raccorder, on peut pas faire un raccordement, je sais pas, dans une cuisine aménagée, dans la vaisselle de telle façon. Mais quelqu'un qui est passionné et puis qui va vous faire partager aussi son métier, qui va vous raconter comment ça se passe et puis vous expliquer pourquoi on peut aller sur la faisabilité d'un chantier et pourquoi on ne peut pas y aller. Et ça c'est formidable parce qu'à chaque fois, en plus sur chaque mission, c'est différent. Donc tu t'es constitué un carnet d'adresses, j'imagine. Ça c'est essentiel, ouais. Et que t'avais pas en démarrant. Alors j'avais quelques contacts parce que j'ai moi-même fait des travaux, donc de mes travaux j'ai gardé des contacts, mais un contact vous en amène un autre. Et puis j'aime beaucoup le fait de travailler en réseau. J'aime pas trop partir à l'aventure en me disant tiens je vais regarder dans les pages jaunes et puis trouver quelqu'un. Donc je travaille toujours par réseau. Donc c'est toujours quelqu'un qui m'a été amené par une autre personne qui me dit tiens j'ai travaillé avec cette personne, tu peux y aller ou allez-y, il y a pas de problème. Et puis je demande. Donc quand je rencontre quelqu'un, je dis tiens j'aurais besoin de tel type de corps de métier, est-ce que vous connaîtriez? Et puis à chaque fois on me renvoie sur une autre personne et je touche du bois et je pour l'instant voilà j'ai été plutôt satisfaite des rencontres que j'ai faites et des jolies rencontres, des rencontres sympathiques. Est-ce que les autres corps de métier t'aident à constituer ton dossier ou est-ce qu'ils interviennent en exécutant? Alors pour l'instant non, j'ai plutôt eu à les faire intervenir en tant qu'exécutant. D'accord. En les appelant, en leur disant voilà j'ai une problématique, est-ce que ça vous savez faire? Oui ou non. Et puis ils se déplacent comme n'importe quel artisan va se déplacer pour étudier la faisabilité d'un chantier. Ils se déplacent et puis on voit ensemble ce qu'ils peuvent ou ne pas faire. Mais ça existe les dossiers à rendre multicorps de métier, j'imagine en amont, c'est ça? Complètement. D'accord. Complètement. Sur une rénovation, oui, on peut faire intervenir un menuisier, un plombier, un maçon. En général, j'aime bien travailler avec une entreprise tout corps d'État, mais on peut, moi, je peux être appelée aussi que sur une partie d'une mission. Donc, je suis pas forcément appelée sur une rénovation totale, par exemple, d'un appartement. Je peux être appelée, comme sur mon premier projet, juste sur de l'aménagement, ou je peux être appelée juste après aussi sur du homestaging, ou sur du relooking d'un appartement. Donc, à chaque fois, en fait, ce qui est formidable, c'est que chaque mission est différente. Je n'ai jamais la même typologie de client et je n'ai jamais la même mission à chaque fois. De quels outils tu te sers, sur lesquels tu t'appuies pour tes projets? Je pense, est-ce que tu dessines? Est-ce que tu as dû te former à des logiciels? Alors, malheureusement, non, je ne dessine pas, à mon grand regret, et je ne dessinais pas non plus dans la mode, à mon grand regret. Moi, je travaille beaucoup avec les images. Donc je fais beaucoup de recherches aujourd'hui avec Pinterest, avec Instagram et sur Internet. Et puis je me constitue des moodboards. Je travaillais comme ça aussi dans la mode où je déchirais des pages. Donc je déchirais des pages des magazines de mode. Mais aujourd'hui je déchire des pages dans des magazines de déco. Alors ça je l'ai toujours fait, de déchirer des pages dans des magazines de déco. Je me suis toujours fait des inspi, j'ai des classeurs entiers d'inspiration décoration. Je le faisais aussi avec la mode, je le faisais avec la déco et aujourd'hui sur un projet, je le fais avec des images que je pioche sur le net, sur Insta, sur Pinterest et dans les magazines de déco. D'accord. Et à partir de tout ça, je fais ma petite salade et j'explique aux clients d'où on va partir et où on peut arriver. Et ça m'intéressait justement de voir quel était le dialogue avec le client, parce que entre toi ce que tu as dans la tête, les images que tu auras agrégées et lui l'image qui va se faire de ce que tu lui dis, il peut y avoir un écart. Donc, comment est-ce que tu arrives à réduire l'écart entre l'attente supposée et ce que toi, tu as en tête?
Alors ça, c'est la phase la plus compliquée. C'est le client qui te dit, moi, je me projette pas. Je me projette pas. Alors là, c'est effectivement super compliqué. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des images pour leur donner des ambiances et leur expliquer où on peut arriver. Donc après, je dirais que c'est le facteur humain, c'est le côté humain, c'est de me faire confiance, c'est de leur dire écoutez, faites-moi confiance, parce que je peux pas exactement vous promettre que ça va être comme ça, ou voilà, les images influencent, mais on peut pas exactement coller l'image dans l'appartement dans lequel on arrive, puisque chaque cas est différent, chaque mission est différente. Donc après, c'est sur la confiance. Est-ce qu'il y a des projets que tu as refusés ou que tu refuserais? Oui, pourquoi ? Parce que malheureusement, on n'était pas en adéquation avec le client sur le budget. C'est malheureusement souvent un problème d'argent, où les gens s'imaginent que pour pas grand-chose, on peut refaire un appartement du sol au plafond avec des matériaux, avec une cuisine aménagée, avec des meubles, et ça c'est pas possible. Donc c'est souvent malheureusement un problème de budget. Et en rigolant, je leur dis gentiment, moi je suis pas Stéphane Plaza, j'arrive pas chez vous et je vais vous mettre 15 décos qui vont bosser en off jour et nuit, parce que ça on le voit pas à la télé, et pour pas grand chose. Je leur dis ça, c'est à la télévision. Dans la vraie vie, les choses ont un coût. Donc c'est un peu le problème quand même dans ces métiers, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup vulgarisé. Alors c'est une très bonne chose parce qu'on a vulgarisé la décoration. Donc il y a des gens qui n'auraient pas pensé à faire appel à une décoratrice d'intérieur, même juste pour du homestaging, en se disant là les décorateurs c'est réservé à une certaine élite. Aujourd'hui, les gens osent grâce à des émissions qui passent à la télévision. Donc, on a vulgarisé la chose. Après, l'inconvénient, c'est que les gens se disent, oh bah oui, pour peu, on refait un appartement du sol au plafond avec les meubles, avec. Donc non, ça c'est pas dans la vraie vie. Donc c'est ce que je leur dis parfois gentiment pour leur expliquer qu'on va pas pouvoir y arriver. Et est-ce que tu as un style affirmé sur ou une époque en termes de décoration, ou par exemple, je sais pas, tu ne fais que des cuisines ouvertes sur salle à manger, ou t'es plutôt grands espaces ou petits espaces? Est-ce que tu as un style comme ça qui te ferait accepter ou refuser certains projets? Alors non, je refuse. Je ne refuse pas. Je vais toujours voir chez les clients, où je leur demande toujours de m'envoyer des photos de leurs biens pour que je m'imprègne, pour que je vois. J'ai parfois des clientes qui m'ont appelé pour des homestaging. Elles étaient dans des univers très classiques, Louis XVI, Napoléon III. Ce qui est pas forcément mon univers, parce que moi je suis plus dans un univers ce qu'on appelle aujourd'hui vintage, c'est-à-dire les années 50, 60, 70. Donc je suis plus dans cet univers, mais j'aime bien tout mélanger. J'aime bien aussi les univers un peu bohèmes, avec les tissus ethniques, avec les canapés en lin, avec des tapis marocains, des tapis iraniens. J'aime bien mélanger, mixer les ambiances. Donc je me suis retrouvée parfois chez des clientes qui avaient des appartements très classiques, qu'elles voulaient un peu moderniser, mais on n'était pas tout à fait dans mon univers. Mais en fait, ça me pose pas de problème. En fait, voilà, je m'adapte. C'est vrai que ce qui peut être le plus compliqué pour moi, en fait, c'est de me retrouver dans des univers ultra design et super froid. Ce que moi, je définis comme froid, avec des clients qui veulent des choses très carrées, très angulaires. Pas beaucoup de rondeur, pas beaucoup de douceur, ou pas de couleur chaude. Voilà, c'est un peu plus gênant. Je suis moins à l'aise. Je suis moins à l'aise, tout comme lorsque je travaillais dans la mode, j'avais l'habitude de travailler sur des imprimés, sur des matières naturelles, colorées. J'étais moins à l'aise sur des pièces à manches, ou sur des tailleurs pantalons noirs ou bleu marine. Voilà, j'étais moins à l'aise. J'étais plus à l'aise sur des robes avec des imprimés, des choses floues, ce qu'on appelle le flou dans la mode. Voilà, j'étais plus à l'aise sur cet univers. Après, dans la déco, je me sens assez à l'aise dans tout, sauf voilà des univers très design et très froides, je dirais, parce que j'aime bien mélanger. J'aime bien les mélanges.
Et c'est un univers où je me dis que les gens ont peut-être des mots qui ne sont pas justes, c'est-à-dire que ils pensent que leur style c'est un style vintage quand ça ne l'est pas, ou ils veulent un esprit indus alors qu'en fait c'est pas de l'indus qu'ils veulent, mais c'est du je sais pas quoi. Comment est-ce que tu arrives à t'assurer que leur demande correspond bien à ce que toi tu as en tête? Bah déjà, je vais chez eux. Déjà, première chose, je vais chez eux et on discute beaucoup. Souvent, je leur demande de travailler aussi parce que leur dire voilà, vous me faites un point sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et alors, j'ai eu une cliente un jour qui était géniale. Elle m'a envoyé, bon, c'était pour une mission homestaging. Elle m'a envoyé son PowerPoint. Donc voilà, avec mon mari, on a fait le point. Donc on aime et on n'aime pas. Et alors j'ai eu tout un PowerPoint. Donc elle m'a vraiment facilité la mission. C'est un couple adorable. Et voilà, j'essaie de les faire bosser un peu en leur demandant ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Alors quand je dis bosser, c'est-à-dire qu'en fait je discute beaucoup avec eux. Je discute beaucoup avec les gens en leur disant voilà, qu'est-ce que vous aimez et comment vous vivez. Ça c'est extrêmement important d'aller voir chez les gens aussi, ou même par téléphone leur demander comment ils vivent. Et puis après quand on va sur place, voilà, leur demander comment ils vivent, surtout les familles, les enfants, les petits, les grands, comment ça se gère, les espaces de vie, de circulation, les besoins de chacun, les rythmes. On rentre vraiment dans la vie des gens. Donc il y a vraiment une grande part de psychologie aussi, je trouve. Je m'y attendais pas forcément à ça. Et ça, c'est assez formidable, quoi. Il y a un échange humain qui est vraiment chouette. Donc ce relationnel est important. Extrêmement important. On rentre dans la vie des gens, quoi. Et quand on rentre sur une phase de travaux, il faut que les gens fassent leur carton, ou quand ils emménagent après, il faut qu'ils défassent leur carton aussi. On est un peu là, on est un peu dans leur intimité quand même, hein. Donc et puis c'est un appartement, vous êtes au cœur de la vie des gens, quoi. La maison, c'est quand même quelque chose, c'est un centre névralgique pour une famille, pour des couples ou même une personne seule, quoi. Donc on rentre vraiment dans quelque chose d'assez profond pour les gens. Comment est-ce que tu développes ton business? Comment est-ce que tu acquiers des nouveaux clients? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'une de mes amies entrepreneurs appelle un petit miracle économique qui se renouvelle. Aujourd'hui, c'est du bouche à oreille. Et puis un petit peu les réseaux sociaux, hein, parce que je suis sur plusieurs groupes sur Facebook, des recommandations, et puis une cliente satisfaite me recommande auprès de ses amis et fait des recommandations sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, donc j'ai des gens qui me suivent de plus en plus. Pas encore suffisamment, je suis pas encore très au fait des réseaux sociaux, mais bon, je travaille dessus. Et voilà, ça vient petit à petit, et beaucoup de bouche à oreille. T'as jamais fait de stage dans la décoration? Tu t'es jamais formée? Non, pas particulièrement, non. Non, je travaille beaucoup à l'instinct, mais j'ai toujours beaucoup travaillé à l'instinct aussi dans la mode. J'avais pas fait de formation particulière, et puis j'ai quand même passé 20 ans dans la mode avec quand même des succès et non, beaucoup à l'instinct. C'est vraiment, je pense que on est vraiment sur des métiers où on n'arrive pas là par hasard. Il faut, je pense, avoir au fond de soi une créativité assez affirmée, assez développée. Toi, elle s'exprime comment, ta créativité? Je suis toujours en train de regarder ce qui se passe, les nouveautés. Je suis toujours en train de toucher. Quand je vais dans des boutiques, il faut que je touche les tissus. Je suis toujours à l'affût des couleurs, les dernières tendances. Et ça me nourrit. Et puis elle s'exprime. J'ai besoin, voilà, quand je vais chez une cliente, de toujours lui dire allez acheter un petit vase, mettez des fleurs dedans, lui faire des petites natures mortes dans un coin, toujours de finir par une petite touche comme ça un peu perso. C'est une très bonne question d'ailleurs. C'est vrai que je me l'étais jamais vraiment posée, mais je sens qu'au fond de moi, en tout cas, j'ai besoin de faire des choses. Il y a le avant, le après, quoi. Quelque chose qui esthétiquement était pas formidable, et puis une envie d'embellir les choses. Tu te documentes beaucoup? Est-ce que tu vas beaucoup à des expositions, Alors j'essaie de faire des expos, j'en fais malheureusement pas suffisamment à mon sens. Ça c'est malheureusement le côté. Est-ce qu'il y a besoin avec Internet? Je trouve quand même. Et heureusement Internet remplace pas tout. Et en plus moi je suis pas une génération Internet.
Donc j'ai eu l'habitude de beaucoup travailler sur ce qu'on appelle le print, sur tout ce qui est papier, les magazines et voilà les revues. Et pour les expos, c'est pareil. Je trouve que quand on va voir une expo, il se dégage quelque chose qu'on n'a pas derrière un écran, quoi. Un écran, c'est froid. Et je trouve que quand on va dans une expo, il y a l'univers de l'artiste, il se dégage quelque chose. Voilà, moi je crois beaucoup aux ondes. Et je trouve pas qu'un écran ça dégage forcément des ondes. Pas les bonnes. Pas forcément les bonnes en plus. Voilà, je trouve que quand on va dans une expo, et puis il y a des gens aussi qui sont là, et puis il y a des gens qui font des commentaires, et donc on s'enrichit de tout ça. Voilà, je trouve que c'est toujours plus sympa de se déplacer. Tout comme je trouve plus sympa de feuilleter un livre que de lire, voilà. Et plus sympa d'écouter un podcast que de lire des choses derrière un écran. Et je m'y suis mise, mais je trouve que voilà, aller faire des expos, prendre des livres, acheter des magazines, encore c'est des choses essentielles. Cette créativité, tu l'as cultivée depuis toute petite ou elle s'est révélée peut-être par ton expérience dans la mode? Non, toute petite, je crois. En fait, en réfléchissant, parce qu'en voyant mes enfants, j'ai un fils qui est très créatif. Je me revois, en fait, ça me projette et en fait, ça nous fait revenir des choses qu'on a oubliées parfois de son enfance. Et je pense que j'ai toujours été créative, quoi. Avec j'habillais ce qu'on appelait à l'époque nous les poupées mannequins. C'était pas les Barbie, c'était les poupées mannequins avec un petit bout de tissu. J'ai une tante qui m'avait appris à faire de la couture. J'ai pris des cours de couture quand j'étais plus jeune. Je bricolais avec les vieux pots de peinture de mon père, je piquais les vieux outils de mon père, je lui piquais du papier à poncer, je ponçais 2-3 trucs et puis je les reteignais, je les repeignais, c'était pas toujours du plus bel effet mais j'avais ce besoin de retaper des choses, de faire des choses, j'avais besoin, je ramassais des feuilles, des fleurs en forêt, je coinçais ça entre des feuilles de livres. J'ai oublié le nom, j'ai oublié le terme. Les herbiers? Voilà, je faisais des herbiers. Donc non, oui, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça. Et puis j'ai un papa qui est très bricoleur, donc j'ai toujours vu avec des outils. J'ai toujours aimé ça. Et puis je continue à aimer ça, j'adore ça, quoi. Et justement quand je travaille avec les artisans, j'adore les voir arriver avec les caisses d'outils. Je me dis je vais peut-être découvrir des choses parce que technologiquement parlant, il y a eu des progrès incroyables qui ont été faits. Et je les vois arriver avec des outils incroyables et moi ça continue à me fasciner. Donc je dirais que voilà, la créativité, elle a été là depuis longtemps sur des sujets de déco, sur des sujets de mode, un peu aussi sur des sujets de cuisine. Donc je pense que c'est des choses qu'on a vraiment au fond de soi. Est-ce qu'il y a quelque chose professionnellement que tu aurais aimé apprendre plus tôt? J'aurais aimé, quand j'ai commencé à travailler, à avoir plus d'outils comme on les a aujourd'hui. Comme quoi par exemple? Tous ces moteurs de recherche justement, Instagram, Pinterest. Je trouve que ça nous fait quand même aller beaucoup plus vite. Et puis le côté digital et puis le côté outils. On va quand même beaucoup plus vite aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans la mode, il y a encore beaucoup de choses que l'on faisait à la main. On faisait les books, on n'avait pas PowerPoint, on faisait les books avec des Polaroids. Ça prenait un temps fou. Je me rappelle, j'avais un de mes boss qui avait ramené un appareil numérique du Japon. On était quand même comme des dingues. Mais alors pour décharger les photos sur l'ordinateur, ça prenait un temps de fou. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton. On met même plus de câble. On passe les photos du téléphone à l'ordinateur en 2 secondes. Donc j'aurais aimé avoir ces outils pour aller plus vite parce que je pense que c'est des outils qui nous aident dans la performance. Je pense que j'aurais pu être plus performante. On aurait perdu moins de temps à faire plein de choses à la main, quoi. Ce qui était sympa aussi, ça avait son charme, parce qu'on faisait aussi du business, on faisait aussi des gros chiffres d'affaires à l'époque, ça n'empêchait pas. Mais je me dis, si on avait eu ces outils, et la jeune génération se rend pas compte, quoi, à quel point aujourd'hui c'est facile, quoi. Il y a plein de choses qui sont quand même hyper facilitées. Donc voilà, c'est juste ça le seul regret. Sinon, non, pas de regret particulier. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as admirées dans ta carrière? Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler sans forcément les citer, ou tu peux les citer si tu as envie, mais
au moins nous dire ce qu'elle faisait et comment elle faisait les choses? Moi, j'ai beaucoup admiré la femme pour qui j'ai travaillé longtemps, qui avait monté une société qui existe toujours, de prêt-à-porter. Ça a été une des premières femmes dans les années 70 à partir en Inde et à importer des produits indiens, des vêtements indiens. Enfin, c'était pas vraiment des vêtements parce qu'à l'époque, c'était des écharpes et des kurtas. Et c'était une des premières versions de l'entrepreneuriat au féminin. Et à l'époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait une star. Ah bon, elle a été très très reconnue par ses pairs à son époque. Mais ce qu'elle a fait à l'époque, je trouve que c'est complètement incroyable. Elle a apporté des choses qui n'existaient pas sur le marché du prêt-à-porter à cette époque-là. Elle a fait travailler des gens qui à l'époque commençaient dans le métier, des gens comme Claudie Pierlot, des gens comme Jean-Paul Gaultier. Donc elle a jamais mis ça en avant pour vendre ses produits et promouvoir sa société. Donc c'était une personne d'une grande humilité. Ça a été quelqu'un que j'ai une espèce de mentor, oui, que j'ai beaucoup admiré et qui a été une espèce de Lagerfeld dans le côté visionnaire des choses, je dirais, puis dans le côté tyrannique aussi. un peu une femme un peu tyrannique, mais qui savait tenir ses équipes, voilà. Et c'est une femme aujourd'hui qui n'est plus une jeune dame, mais c'est quelqu'un vraiment pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait confiance. Donc voilà, quelqu'un qui restera pour moi très ancré dans mon esprit et qui aura marqué ma vie professionnelle pour toujours. Il y en a une d'autres après elle? Ou depuis elle ou avec elle? Non, depuis à moi. C'est bien. Non, après elle, non. Il y en a avant, oui, avant il y a eu d'autres personnes, mais j'ai été moins j'ai été beaucoup moins marquée. Là j'ai été marquée parce que c'est quelqu'un d'une intelligence vive. Et même moi sur les dernières années où j'ai travaillé avec cette personne, c'était quelqu'un qui avançait dans l'âge et qui a gardé cette vivacité, cette intelligence et puis toujours être au fait quand même de ce qui se faisait, des dernières technologies. Voilà, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup appris et puis c'est quelqu'un avec qui un jour je me suis posée et je lui ai dit est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a encore des gros succès à faire dans la mode, par exemple, puisqu'on était dans l'univers de la mode à l'époque. Et elle me dit, elle a été très, comment dirais-je, très humble. Elle m'a dit, vous savez, moi j'ai eu mon succès, mais il y aura toujours des succès. Et si c'est pas dans la mode, il y aura toujours des choses dans lesquelles on pourra développer du business. Donc c'était quelqu'un qui est très qui regarde ce qui se passe autour, qui est pas enfermé dans ce qu'elle a fait, dans son succès. Voilà, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu dirais à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Être passionné. C'est dur, ça, d'être passionné, non? Faut connaître sa passion. Oui, mais être passionné par ce que l'on fait. Moi, j'ai eu l'exemple de mes parents qui étaient artisans. Ils ont pris leur retraite il y a pas très longtemps, qui ont été passionnés toute leur vie. Mon père surtout, parce que ma maman l'a suivi en tant que femme d'artisan, donc ça a été beaucoup de sacrifices pour elle, mais bon, ils ont vécu, vibré pour leur entreprise, et ils ont été passionnés. Et mon père, je l'ai vu passionné. Et ça, je trouve que c'est formidable, quoi, de se lever avec ça le matin, et de vivre avec ça, parce que malheureusement on passe plus de temps au travail qu'avec sa famille ou que dans ses loisirs, enfin bien souvent. Et il faut beaucoup de passion, parce que si on n'a pas la passion, ou alors si c'est pas de la passion, c'est un grand intérêt pour ce que l'on fait, parce que sinon c'est dur. Je pense que c'est vraiment difficile. Enfin c'est comme ça. Moi je conçois les choses parce que j'ai eu la chance de faire des choses, enfin en tout cas d'être dans des univers qui me passionnaient. Je faisais pas toujours des choses qui me passionnaient, mais en tout cas d'être dans l'univers qui me passionnait. Et ça, c'est une grande chance. Et j'ai eu cette chance. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande, parce que je pense qu'il y a rien de pire que de s'ennuyer pendant minimum 7 ou 8 heures par jour.
Parce qu'à un moment, de toute façon, je pense qu'on peut pas tenir toute une vie. Et surtout la nouvelle génération, ils tiendront pas parce qu'ils sont hyper volatiles. Ils sont beaucoup plus volatiles que ma génération, où nous on était encore un peu comme nos parents, très fidèles à un patron, très dans les missions qu'on nous confiait, très corporate. Et je trouve que cette nouvelle génération, apparemment, elle est pas du tout. Moi, je l'ai vu sur mes dernières années de salariat, c'était super compliqué de recruter. Parce que les jeunes, ils se voient, la nouvelle génération, ils se disent voilà, aujourd'hui je suis là, demain je sais pas où je serai. Nous on était encore sortis d'école de commerce à vouloir aller travailler chez Air France, chez L'Oréal, et à faire carrière. Aujourd'hui, la nouvelle génération, je les sens pas comme ça, je les sens très volatiles. Donc s'ils sont volatiles, au moins que ce soit dans des univers qui les passionnent. Notre podcast, il s'intéresse aux compétences comportementales. Donc on a parlé de créativité, de collaboration. Est-ce que tu tenterais de nous faire une définition des compétences comportementales? Quelle serait ta définition des compétences comportementales? Moi, je dirais que c'est plutôt une capacité comportementale, c'est plutôt une capacité à s'adapter. Et je reprendrai un terme qui est pas le mien, mais que j'ai entendu sur l'un de vos podcasts que j'ai trouvé très très pertinent. C'est une intelligence comportementale. Et je pense que c'est ça, c'est pouvoir s'adapter à chaque situation. Parce que je pense dans une vie professionnelle, sauf si on est vraiment dans des missions assez automatiques, chaque mission est différente. Moi, ça va être un chantier, ça va être un client. Chaque problématique va être différente. Donc, la force, c'est de s'adapter à chaque fois à la mission, et puis de s'adapter rapidement, et de vite trouver quelles vont être les meilleures solutions adaptées à la problématique à laquelle je vais être confrontée. Okay. C'est une belle définition. Merci. En tout cas, c'est la mienne. J'espère qu'elle sera claire. Ouais. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment une rapidité d'adaptation, une adaptation comportementale et une intelligence comportementale. On a parlé de tes sources de créativité ou tes ressourcements de créativité. De manière générale, est-ce que tu as des autres astuces pour retrouver l'énergie, garder l'endurance? Comment est-ce que tu te ressources? Alors, comment je me ressource? Moi, je me ressource en partant en vacances. C'est pas très original, mais en partant en vacances, en essayant de voyager. On avait un challenge avec mon mari, c'était essayer à chaque vacances de découvrir un pays différent. Voilà, donc en allant ailleurs, en rencontrant d'autres univers, parfois d'autres façons de vivre, en allant un peu plus loin, en rencontrant des gens, ça me ressource. En étant avec ma famille, c'est quelque chose qui me ressource, être juste avec mes enfants, mon mari, parfois aussi en étant entourée d'amis, en partant aussi avec les amis. Voilà, en ayant mon cercle proche, et puis d'autres choses qui sont pas très banales mais très à la mode, le yoga et le shiatsu. Voilà, en faisant pas mal de choses en parallèle. Le yoga, pour moi, c'est vraiment c'est devenu quelque chose de fondamental. J'ai longtemps fait du pilates, mais là j'ai découvert le yoga. C'est vraiment une vraie rencontre avec un prof en plus qui est formidable. Ça, je pense que c'est vraiment important, et ça devient aujourd'hui un besoin, et c'est vraiment un moyen de se recentrer, et puis de recentrer les choses, et puis les choses s'alignent. D'un seul coup, les choses s'alignent. Et le yoga, c'est pas forcément donc c'est une méthode, c'est par le corps, parce que parfois les choses s'alignent lorsqu'on parle de problématiques. D'un seul coup, on se dit ah oui, mais tiens, en parlant des choses, ça d'un seul coup on a un éclair. Le yoga, on parle pas, mais le corps d'un seul coup vous remet en phase, et puis il y a des choses qui s'éclairent. Donc ça, c'est assez magique. Et puis le shiatsu aussi. Ça, c'est assez incroyable. C'est le travail sur les énergies, sur les méridiens. Ça, c'est dingue. Et pareil, j'ai rencontré quelqu'un qui est très très doué. Donc voilà, je dirais que ce sont les deux choses. Et puis voilà, me retrouver avec mon cercle proche. Donc d'abord ma famille, et puis après les amis et la famille. Voilà, c'est source de, c'est régénérant. On arrive à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton avenir professionnel?
continuer à faire de belles rencontres, que l'entreprise se développe, continue à se développer et que je continue à avoir ces petits miracles, voilà, des rencontres, un chantier en amène un autre, voilà, que ça se développe et que ça se développe voilà, au travers de jolies rencontres, parce que j'ai vraiment voilà, là je suis assez épatée au bout d'un an d'avoir fait de chouettes rencontres humaines, et ça c'est vraiment super important. Ça me satisfait vraiment pleinement aussi. Parfait. Merci Sonia. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projets de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.